Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 43e analyse, le 43e Over the Results consacré à Backlash 2007. Donc en fait, dans mes souvenirs, Backlash 2007 était un très très bon pay-per-view et je me suis rendu compte que à travers ce revisionnage de ce pay-per-view, j'ai pu me rendre compte que j'avais tort parce qu'en fait, il est encore meilleur que cela. Donc vous allez le voir dans ma note finale. Clairement, je pense que même s'il me manque encore 5 ou 6 pay-per-view analysés dans l'année 2007, je peux affirmer que celui-là est le meilleur de l'année, donc beaucoup pourront me contredire. C'est vrai que WrestleMania est bon au niveau côté divertissement, mais il ne faut pas non plus oublier que je ne note pas le divertissement dans mes analyses, donc les WrestleMania seraient tout le temps quasiment tous au-dessus du lot, mais par exemple WrestleMania 23 avait un niveau in-ring assez faible, malgré le fait que ce soit un très bon show côté divertissement. Là c'est vrai que côté divertissement on n'a rien du tout, mais on a un show côté in-ring très très qualitatif, donc je le mets quand même en avant et c'est pour ça qu'il aura une très très bonne note, donc je vous laisse attendre la fin de cette analyse pour vous en rendre compte. Donc on passe au premier match, donc les Hardys affrontaient Cade et Murdoch, donc les Hardys défendaient leur titre par équipe du monde, donc les titres mondiaux par équipe. Donc j'ai dit que c'était un match classique entre les deux, donc j'ai fait d'autres analyses donc, qui suivaient ce pay-per-view là, vu que je crois que là c'est le premier match où elles sont opposées, parce que WrestleMania 23 les champions par équipe étaient Shawn Michaels et John Cena, là les Hardys ont pris les titres. Et Cade et Murdoch étaient pour la première fois les challengers, mais pour les pay-per-view qui suivent, Judgment Day ainsi que les autres qui suivront, on a déjà eu ce match-là, et effectivement celui-là est le premier, mais je vous le fais vraiment en dernier, donc c'est un peu ironique. Mais c'est du classique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la brutalité des challengers, en l'occurrence la Cade et Murdoch, contre la vivacité et le côté aérien des Hardys. Donc encore une fois, c'est un très très bon mélange, et on a encore une fois un très très bon match. Donc j'ai dit que c'était toujours aussi plaisant à voir, un très très bon match. Donc le seul défaut du match, parce qu'il y en a quand même un, et c'est pour ça que je trouve que ce match n'est peut-être pas autant bon, en tout cas de manière, d'un point de vue personnel, je trouve pas autant bon que les autres. Après c'est clair que si on va regarder niveau rythme, niveau in-ring pur, et même, surtout niveau rythme, on va voir, je pense que ce match est meilleur que les autres, mais moi, d'un côté personnel, je l'ai pas considéré comme tel, tout simplement parce qu'on a ce schéma de match que je déteste, donc les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. On a un Jeff Hardy qui a de la peine à faire le tag avec Matt Hardy et ça prend bien la moitié du match comme ça, et je supporte pas tout ce battement qu'il y a autour. Est-ce que Jeff Hardy va faire le tag? Finalement non, et ça dure. Donc ça ne me plaît pas, mais je n'ai pas trop non plus pénalisé la note de ce match là juste pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Donc encore une fois, ça prouve à quel point le côté subjectif n'est pas autant présent que le côté objectif pour ce match-là. Le deuxième match, donc Melina défendait son titre féminin contre Mickie James. Ce match est ultra technique, donc je l'ai trouvé assez bon. C'est assez étonnant pour le constater. C'est vrai que moi j'ai tendance un peu à faire couler, surtout durant l'année 2015, la division des divas. Beaucoup de personnes aiment cette division-là, moi pas trop, en tout cas durant l'année 2015. J'ai eu beaucoup d'attentes avec la révolution des divas et finalement j'ai été assez, mes attentes n'ont pas su être comblées, on va dire. Et ce match-là, en fait, j'en avais pas, même si j'aime Melina et Mickie James. Et on a donc un match ultra technique où il y a beaucoup de soumissions qui sont portées. Et aussi le côté agressif de Melina qu'on ne voyait pas souvent chez Melina. On le voit bien durant ce match-là, donc je ne l'ai peut-être pas précisé au début de mon analyse, mais un thème pour ce pay-per-view, même si ce n'est pas un pay-per-view à thème, là c'est la brutalité. Dans tous les matchs, on a le quota de brutalité. Donc j'ai trouvé ça assez dingue. La Melina montre beaucoup ce côté agressif et c'est ce que j'ai quand même marqué de principal là-dedans. Le match est bon, surprenant, il est pas ouf non plus, hein. Je vais pas non plus le mettre tout au-dessus, mais je trouve que c'est un bon match des divas parce que j'étais surpris en bien, c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Troisième match et le moins bon de la soirée qui aura quand même une très bonne note, donc Chris Benoit affrontera MVP, donc Chris Benoit défend son titre des États-Unis. Donc pour le deuxième pay-per-view d'affilée. Donc je vous ai déjà fait WrestleMania 23 en analyse. Le problème c'est que pour vous il arrivera le mois prochain alors que moi je l'ai fait le mois passé. Donc juste par pure anecdote, je fais cette analyse, on est en début décembre alors que vous l'aurez en février. Et j'ai déjà tourné et planifié la vidéo sur WrestleMania 23.
Donc vous verrez, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet ici, mais le match entre Benoit et MVP à WrestleMania 23, je ne l'ai pas vraiment beaucoup aimé. Et celui-là, enfin, je m'expliquerai plus, donc vous le verrez le mois prochain pour l'analyse de WrestleMania 23. Celui-là, je l'ai trouvé bien meilleur quand même que WrestleMania 23. Le match est très brutal, voilà, ça il faut le préciser. Je déteste MVP, mais sur ce match-là, je peux pas lui reprocher grand-chose. Le mec est brutal à souhait et je dois avouer qu'il m'a surpris en bien. Même mon catcheur le plus détesté, toute époque confondue, qu'MVP a réussi à me surprendre en bien, donc il faut quand même le préciser et le mettre en valeur. Ensuite, on peut aussi préciser et mettre en valeur le côté technique de Chris Benoit. Je pense que ça en étonnera pas un seul. Chris Benoit avait un côté très technique en tout cas que j'appréciais beaucoup. Donc après il y a deux petits défauts dans ce match là, c'est pour ça que c'est la moins bonne note du pay-per-view qui est quand même à 7 sur 10. Vous vous rendez compte à quel point ce pay-per-view est pour moi qualitatif. Donc les deux points négatifs, c'est que j'ai trouvé que ce match avait peiné à débuter et qu'il allait crescendo en montant, mais j'ai trouvé qu'il a stagné à un bon moment pendant le début du match. Donc ça c'est le premier point négatif. Et le deuxième point négatif, c'est le finish. Le finish en fait, Chris Benoit battra MVP enfin, avec un petit paquet. Quitte à choisir, j'aurais préféré que ce soit MVP qui le batte de cette manière-là. Chris Benoit n'a pas besoin de faire un petit paquet. Enfin, je trouve ça trop lâche. Je m'attendais à un crippler crossface. Alors que par exemple à WrestleMania 23, vous verrez, je me plains aussi du finish parce que ce n'est pas un crippler crossface. Donc ça me dérange. Je crois que non, j'ai déjà fait Judgment Day et non, c'était MVP qui avait remporté le titre, je crois, dans un match au meilleur des trois tombés. Et je crois que c'était 2-1. Il faut aller voir la vidéo analyse de Judgment Day. Et je crois pas que Chris Benoit va remporter le point sur un crippler crossface. Donc, ouais, ça me dérange un petit peu. Bref, c'est des détails. J'ai mis, je vous le rappelle, la note de 7 sur 10. Ensuite, on rentre dans les 3 main events parce que oui, Backlash avait 3 main events, juste ça. Après WrestleMania 23, c'est quand même assez dingue. Donc, Bobby Lashley défendait son titre de la ECW contre la Team McMahon, donc composée de Vince, Shane et Umaga. Donc, c'était un match qui n'était pas beaucoup rythmé, j'ai marqué, mais qui était très symbolique. En tout cas, elle est marquée d'une très bonne rivalité. Donc là, je vous le dis clairement, le côté subjectif prend le dessus parce que j'ai souvenir de cette rivalité et je peux pas dénigrer le match, donc j'ai vraiment été emballé du début à la fin, tout simplement par nostalgie. Voilà. Donc j'ai marqué un début de match assez soporifique, mais une fin de match parfaite avec un Lashley épuisé, parce que oui, alors j'ai la mauvaise manie de pas vous annoncer les vainqueurs, donc je vais vite le faire là, je suis désolé. Donc bien sûr dans le premier match, les Hardys ont conservé leur titre, Melina a fait pareil et Chris Benoit a fait pareil également. Donc pour le moment tous les champions ont conservé leur titre. Et là j'ai dit, donc Bobby Lashley a été épuisé et il perd le titre au profit de Vince McMahon. Donc j'ai marqué quand même dans mes analyses que même Christophe Ajus semblait dégoûté. Lui qui aime prendre parti des heels, il trouvait que c'était un gros crachat à la gueule des ECW originals par exemple. Donc Rob Van Dam, Sabu, Sandman, vraiment les gars extrêmes de l'ère ECW première du nom, donc original. Voir Vince McMahon qui s'est à peine lutté, en tout cas cette période-là, même si ça n'a jamais été un très grand lutteur, mais le voir là, il estimait que c'était un gros crachat dans la gueule des anciens, des originaux de la ECW. Je suis d'accord, mais voir Vince McMahon avec une ceinture, j'avais adoré à l'époque, je trouvais cette rivalité assez géniale. Puis bon, j'en ai déjà parlé à Judgment Day, je crois. Le match revanche dure à peu près 30 secondes, je crois, avec un finish de merde et une stipulation, une décision de Vince McMahon, pardon, de merde. Donc là, ce match, il est potable, il est pas ouf, il est assez soporifique comme j'ai dit au départ, mais il va très crescendo et il est très brutal. Faut pas oublier qu'on a quand même un Bobby Lashley et un Umaga en feu. Bon, en même temps, à Judgment Day, ils ont pas pu nous le montrer tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment eu de match après 30 secondes, quoi. Le match était déjà terminé. Et là, vraiment, j'ai pu... ma faim a été rassasiée. Ça veut rien dire, mais vous m'avez compris. J'en ai eu pour ma faim et j'ai été très satisfait. Mieux vaut voir Judgment Day avant Backlash, alors que dans l'ordre, Backlash est avant Judgment Day, donc ça a dû en saouler plus d'un. Moi, je l'ai vu dans le désordre, et finalement, tant mieux, parce que j'ai été surpris en bien. Et j'ai marqué encore une chose, oui c'est ça, donc j'ai marqué enfin un bon match de la part de Bobby Lashley en 2007, donc j'ai pas vu Royal Rumble encore. No Way Out, vous l'avez vu aussi au moment où vous voyez cette vidéo, donc pour moi son match contre Mr. Kennedy était juste un des pires matchs en pay-per-view que j'ai jamais vu. Ensuite on a WrestleMania 23, donc pour la symbolique il est beau, mais in-ring il ne vaut rien. Et enfin on a un match handicap à Backlash qui est quand même potable, surtout quand on voit le suivant à Judgment Day. Donc je suis quand même assez satisfait, enfin un bon match de Lashley
dans mes analyses de 2007, ça fait quand même plaisir. Alors, concernant la note, et c'est là que je me rends compte que je ne l'ai pas marqué, donc c'est très très bien. Je crois que dans mes souvenirs, j'ai mis la note de... Ouais, je l'ai là en fait, je l'ai là, 9 sur 10, et j'ai mis que c'était assez subjectif. Mais encore une fois, je vous le répète, c'est la nostalgie qui prend le dessus. Avant-dernier match, l'Undertaker affrontait Batista dans un Last Man Standing match. Encore une fois, l'Undertaker était le champion poids lourd et il défendait son titre. J'ai mis que ce match. Mais à l'image des autres Undertaker Batista, je vais le dire à chaque fois, celui de Cyber Sunday, celui de WrestleMania 23, on a vraiment des matchs en 2007. Je pense que c'est la rivalité de l'année. En tout cas, en termes in-ring, c'est clair que la rivalité en elle-même, elle n'est pas terrible, elle va pas très très loin. Mais en termes in-ring, elle est parfaite. C'est la meilleure rivalité pour moi de l'année. On a un Last Man Standing qui est parfait. La stipulation est respectée du début à la fin. La moitié du match quasiment se passe en dehors du ring. Et lorsque c'est sur le ring, ça arrive à être assez brutal. Pratiquement au même niveau que lorsque le match se passe à l'extérieur du ring. Et puis j'ai marqué, aucun des deux hommes ne veut abandonner. Et c'est ça un peu le leitmotiv. Souvent, lorsqu'on a un last man standing match, ça oppose un heel à un face et souvent le heel va abandonner ou va être totalement épuisé. Tandis que là, on a deux faces très très crédibles et forcément, pour ne pas les décrédibiliser, les deux hommes vont se relever pratiquement à chaque fois. Donc ça fait qu'on a une pluie de finishers. Et finalement, ça servira à rien parce que même Batista se relève d'un tombstone, même Undertaker se relèvera d'une Batista bombe, donc on a vraiment un très très bon match à suspense. Et finalement, le match va se terminer sur une égalité lorsque Batista fera un spear à l'Undertaker sur la rampe d'accès au ring. Enfin, je ne sais pas si vous voyez sur le côté. Quand vous voyez là en fait il y a l'entrée et après on peut descendre la rampe et sur les côtés, donc là et derrière en fait on a des petits accès, ça va pas vraiment très loin et on peut tomber souvent sur des boîtiers où il y a, enfin là en l'occurrence il tombe sur ces boîtiers après le spear de Batista et vous savez il y a souvent les filets, enfin des étincelles qui partent un peu à l'image d'un Matt Hardy et Edge avec leur rivalité qui était assez géniale. Donc c'était en 2005 ou 2006 je crois, leur rivalité entre deux. Mais vraiment le finish est parfait et je tenais à le noter, c'est pour ça que là je mets 10 sur 10. Pour moi il n'y a vraiment rien à redire. Et enfin le dernier match, donc waouh, Cena a défendu son titre de la WWE contre Randy Orton, contre Edge et contre Shawn Michaels dans un match Fatal 4-Way. Donc oui, c'est je pense un des matchs qui m'a le plus marqué dans ma, on va dire, carrière de fan. Je me souviens, j'avais vraiment ragé sur ce match-là, mais je vous en parlerai plus tard. Mais ce match, pour moi, je crois que entre WrestleMania 23 et Backlash 2007, vous savez, j'ai été très très frustré que Shawn Michaels ne remporte pas à WrestleMania 23 le titre de la WWE. Et je l'attendais cette revanche en fait à Backlash 2007. Et je pense que le temps entre les deux pay-per-view a été le plus long de toute ma vie. Lorsque j'ai attendu un pay-per-view, tout simplement parce que j'attendais ce match. Pour moi, c'était 4 lutteurs très très crédibles et je voulais Shawn Michaels champion. Donc forcément, je l'ai attendu et ce match, il est là, il sera tout le temps là, donc je savais à quoi m'attendre, je m'en souvenais plus ou moins bien, malgré ma mémoire qui n'est pas très bonne. Donc j'ai mis que le match était très très appréciable, très bien construit. Donc on a plusieurs segments, on va dire, dans le match. Vous savez, les Fatal 4-Way, c'est pas comme les matchs triple menace. On a toujours 2 lutteurs sur le ring et 2 autres qui se reposent à l'extérieur. C'est pour ça que je préfère en règle générale les matchs triple menace. Là, on a plusieurs segments intéressants. On a face contre face, lorsque Shawn Michaels et John Cena arrivent à envoyer Randy Orton et Edge à l'extérieur du ring pour les rendre un peu KO. Finalement, on a la confrontation, le match retour, si on veut bien, de WrestleMania 23 qui est là. D'un autre côté, on a forcément heel contre face, classique. Et on a aussi heel contre heel. On va dire que c'est la... D'abord, on a la reformation de la Rated RKO, donc entre Randy Orton et Edge, avant de s'affronter les uns contre les autres. Ils vont même refaire une alliance pendant le match. Enfin bref, le match est quand même assez intéressant pour un Fatal 4-Way. En règle générale, le match, il n'y a pas quelque chose derrière, et là, en mode storytelling, est très très bien respecté, je trouve. J'ai mis aussi beaucoup de brutalité dans ce match-là, encore une fois. Et petit défaut, c'est pour ça que j'ai mis la note à 9,5 sur 10 et pas à 10 sur 10. C'est le manque de rythme durant la première moitié du match, ça flotte un peu. Et la deuxième moitié, par contre, elle est parfaite. Vraiment, on a des spots vraiment très très violents avec des chaises. Forcément, il n'y a pas de disqualification vu que c'était un match Fatal 4-Way. Et le finish, quoi. Le finish résume tout. Voilà pourquoi j'ai réagi. On a une pluie de finishers, donc je ne sais plus comment ça se passe. On a d'abord Randy Orton à terre, je crois, après un spear de Edge. Finalement, John Cena va porter, je crois, un attitude adjustment sur Edge.
enfin un FU à cette époque-là. Et finalement, on aura Shawn Michaels qui va faire un switching music sur Cena. Et Cena, KO, va tomber sur Randy Orton. Randy Orton est sur le dos, donc a les épaules rivées au sol. Shawn Michaels, en faisant son switching music, va tomber en arrière. Et il va essayer d'interrompre le tombé, mais il va pas y arriver. Donc Cena va remporter le match et conserver son titre alors qu'il est totalement KO. Et c'est pour ça que j'avais ragé quand même à l'âge. Je m'en souviens, je supportais pas ce Cena à cette époque-là. Je l'apprécie beaucoup plus aujourd'hui. Mais vraiment, c'est pour ça que ce match, il restera gravé dans ma mémoire à vie. Tellement j'avais ragé. Donc j'ai mis la note de 9,5. Bien sûr, le résultat n'influence pas du tout la note de ce match-là. Et ce qui est fort quand même, c'est qu'on a une note. En fait, le total des points, c'est 51 divisé par 6. Ça fait 8,5 sur 10. Vous vous rendez compte quand même que ce pay-per-view, je le note de la même manière qu'un WrestleMania 25. Il prend la 4e place sur 43. Et c'est un backlash et c'est un pay-per-view 2007. Comme quoi, beaucoup d'a priori sur l'année 2007. Mais celui-là, tout comme Cyber Sunday qui m'avait fait grande impression avec son 7,7. Ben voilà. On peut pas dire grand chose de plus. C'est clair qu'il n'y a pas le côté divertissement de WrestleMania 25. Mais côté in-ring, pour moi, WrestleMania 25 et Backlash 2007 se ressemblent et ont la même note. C'est dur à dire quand même, hein, parce que souvent les gens vont noter avec le divertissement. Moi, je le fais pas. Je ne note que le in-ring. Et forcément, ben voilà, les WrestleMania sont pas souvent très très bons. On a eu le 30 et le 31 qui sont très bons à mon sens. Et c'est pour ça que c'est quasiment les deux meilleures notes de mes analyses. Mais on a des WrestleMania 23 et WrestleMania 26 qui sont pas très bien notés quand même. Parce que le in-ring ne suit pas toujours. Beaucoup de divertissement, peu de in-ring. Et si je me trompe pas, Backlash 2007 est le premier dans le classement premier pay-per-view mineur, donc qui n'est pas un pay-per-view du Big Four tout simplement. Donc c'est mon pay-per-view mineur, on va dire, préféré. Voilà. Voilà, donc cette vidéo se termine. Elle aura duré un petit peu long malgré le fait que j'ai enchaîné rapidement les premiers matchs. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, commentez, donnez vos avis si vous vous souvenez de Backlash 2007 et que vous l'avez déjà vu. Quels ont été vos matchs préférés, quels ont été vos points positifs et négatifs pour ce pay-per-view, ça m'intéresse. Donc nous on se retrouve, donc je sais pas encore, mais concernant les Over the Result, normalement c'est en fin de mois, je pense pour Fastlane. Bon, c'est un peu tôt pour le dire de ma part parce qu'on est début décembre. Et le mois prochain pour WrestleMania 23 et WrestleMania 24. Donc, comme tous les mois de mars, lorsqu'il n'y a pas de pay-per-view justement durant ce mois de mars, c'est consacré au WrestleMania avant le WrestleMania de la même année. Voilà. Encore une fois, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt.